Vous êtes-vous déjà demandé comment le sel que nous utilisons tous les jours est créé? Vient-il vraiment de la mer ou de mines de sel cachées profondément sous la terre? En réalité, le sel, souvent appelé l'or blanc, n'est pas extrait d'une seule manière. Au-delà de son rôle familier dans nos repas quotidiens, le sel porte également des valeurs profondes pour la santé. Rejoignez-nous pour un voyage depuis les vastes océans jusqu'aux champs de sel ensoleillés et découvrez la réponse par vous-même. La production de sel est l'une des activités humaines les plus anciennes, avec des origines remontant à 6000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers témoignages de fabrication et de commerce du sel apparaissent dans la province du Sichuan en Chine, vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Dans l'Égypte ancienne, le sel était déjà utilisé dès 2000 ans avant Jésus-Christ, principalement pour conserver le poisson et la viande. À travers les siècles, son rôle n'a jamais diminué. Aujourd'hui, la Chine reste le plus grand producteur mondial de sel, un pays où le gouvernement a maintenu un monopole sur le commerce du sel pendant pas moins de 2500 ans. Le sel de mer, en particulier, a une immense valeur, tant pour la santé que pour l'économie. Contrairement au sel gemme ou au sel de lac minéral, le sel de mer conserve des oligos, éléments tels que le magnésium, le potassium et le calcium, améliorant à la fois son goût et son profil nutritionnel. Économiquement, la récolte et l'exportation du sel de mer offrent une source de revenus stable pour les communautés côtières, générant des opportunités d'emploi tout en alimentant l'industrie de transformation alimentaire au sens large. Chaque processus de fabrication du sel commence par l'étape la plus fondamentale, la préparation des champs de sel. Le sol de chaque champ est compacté fermement pour empêcher l'eau de s'infiltrer, puis recouvert d'une fine couche d'argile ou de ciment. Cela évite que la boue et la terre ne se mélangent au sel et rend la récolte beaucoup plus efficace. Autour des champs, un réseau soigneusement conçu de canaux, d'écluses et de digues est mis en place pour aspirer l'eau de mer et réguler son niveau avec précision. Les champs de sel eux-mêmes sont divisés en une séquence de bassins, chacun avec une fonction spécialisée. Des bassins de sédimentation pour éliminer les impuretés, des bassins de concentration pour augmenter progressivement la salinité, et enfin des bassins de cristallisation, l'endroit même où le sel naît. Une fois les champs de sel préparés, les agriculteurs commencent à canaliser l'eau de mer dans les bassins de sédimentation. À ce stade, l'eau a généralement une salinité initiale d'environ 3%. L'eau de mer est puisée directement dans l'océan, à travers des canaux ou des lagunes côtières à proximité, situées dans des zones abondantes et relativement peu polluées. La qualité de cette eau de mer joue un rôle crucial. Plus elle est propre et riche en minéraux, plus les cristaux de sel résultants seront purs et blancs, produisant un produit de plus grande valeur, tant en apparence qu'en qualité. Ici, les minéraux plus lourds et les impuretés se déposent lentement au fond grâce au processus naturel de sédimentation, clarifiant l'eau de mer avant qu'elle n'entre dans l'étape d'évaporation. À ce moment, l'eau est nettement plus propre qu'au départ, fonctionnant comme un système de filtration naturel qui élimine les résidus indésirables tout en préservant le sel. Seule l'eau de surface claire est prélevée et canalisée vers le bassin suivant, garantissant que les cristaux de sel finaux émergent plus propres, plus blancs et de plus grande pureté. Avant que l'eau ne soit transférée, les travailleurs du sel doivent mesurer soigneusement sa salinité. Généralement, après une période d'exposition au soleil, la concentration augmente légèrement, atteignant environ 5 à 8%, car une partie de l'eau s'est déjà évaporée. Cette étape est absolument cruciale, garantissant que l'eau n'est déplacée vers l'étape suivante qu'une fois qu'elle a atteint le niveau de salinité approprié, posant les bases d'un processus de cristallisation efficace et précis plus tard. Une fois transférée dans les bassins de concentration peu profonds, l'eau de mer est laissée sous le soleil et agitée par le vent pour accélérer l'évaporation. À mesure que l'eau s'évapore progressivement, le sel qu'elle contient devient plus concentré, faisant augmenter les niveaux de salinité de manière constante au fil du temps. Tout au long de cette étape, les travailleurs du sel doivent surveiller la salinité avec précision, s'appuyant sur des instruments de mesure spécialisés combinés à des années d'expérience pour déterminer le moment exact où l'eau est prête. Ce n'est que lorsque la salinité atteint le seuil de 20 à 25% que la saumure est autorisée à s'écouler dans les bassins de cristallisation. Sans un contrôle minutieux, si l'évaporation se prolonge trop longtemps, d'autres minéraux que le chlorure de sodium, comme le gypse ou les sels de magnésium, peuvent cristalliser en premier, contaminant le lot et réduisant la qualité du sel final. La saumure saturée est transférée dans des bassins de cristallisation peu profonds, où, à une salinité d'environ 28 à 30%, des cristaux blancs commencent à se former au fond. Après 2 à 5 jours d'évaporation continue, une couche scintillante de chlorure de sodium recouvre le fond du bassin, marquant la naissance du sel de mer. Dans des conditions météorologiques favorables et des opérations fluides, les agriculteurs du sel peuvent généralement s'attendre à leur récolte dans un délai de 7 à 10 jours. Lorsque les cristaux atteignent leur taille idéale, la récolte tant attendue commence
souvent effectuée à la main avec des outils traditionnels comme des râteaux et des pelles. Bien que laborieuse, cette méthode préserve la forme naturelle et la pureté des cristaux, ainsi que leur contenu minéral unique et leur saveur. Le sel fraîchement récolté est ensuite entassé en monticules blancs éclatants à travers les champs, créant le paysage emblématique des villages côtiers de sel. Mais si la pluie arrive, l'équilibre délicat est rompu, retardant la récolte et parfois anéantissant le travail d'une journée entière. Combien de litres d'eau de mer pensez-vous qu'il faut évaporer pour produire une seule tonne de sel de mer pur? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Immédiatement après avoir été récolté et rassemblé, le sel est chargé sur des camions et transporté vers des hangars de stockage ou livré directement aux installations de traitement. Dès le moment où le sel commence à cristalliser dans les champs, les agriculteurs s'efforcent de préserver sa pureté naturelle la plus élevée. Pourtant, comme l'ensemble du processus se déroule en plein air, les cristaux sont facilement exposés à la poussière, au sable, aux algues ou à d'autres matières organiques transportées par l'air et l'eau de mer. Après la récolte, le sel brut est généralement entassé et laissé à sécher naturellement au soleil, mais le niveau de propreté atteint est encore loin d'être suffisant pour une utilisation directe dans l'industrie ou la vie quotidienne. Une fois livré à l'usine, le sel brut est déversé dans une trémie de réception centrale, le point de collecte qui prépare le matériau pour un traitement ultérieur. Ici, un système de criblage préalable élimine les impuretés plus importantes, telles que les pierres, les fragments de coquilles ou les débris organiques résiduels. Dans de nombreux cas, le sel brut arrive en gros blocs compacts, formés pendant la cristallisation naturelle ou par compression pendant le stockage. Pour le préparer au traitement en aval, les usines utilisent des concasseurs à mâchoire ou des broyeurs à marteau pour briser ces masses en granulés plus petits et uniformes. Le broyage garantit non seulement la consistance, mais améliore également l'efficacité des opérations ultérieures comme la dissolution, le séchage ou l'emballage. Même après avoir été broyé et nettoyé, le sel brut est rarement destiné à la table. Il est plutôt emballé pour des utilisations alternatives, épandage sur les routes verglacées en hiver, adoucissement de l'eau dans les systèmes industriels ou conservation des aliments par des méthodes traditionnelles. Ces emballages sont généralement des sacs robustes de grande taille, allant de 25 à 50 kg, conçus pour une manipulation facile dans des applications à l'échelle industrielle. Si le sel brut ne subit qu'un traitement de base, le sel raffiné exige des normes beaucoup plus élevées, surtout lorsqu'il est destiné à l'alimentation, à la médecine ou à des industries spécialisées. Une fois livré à la raffinerie, le sel brut est traité dans de grands réservoirs d'eau douce. Cette étape, connue sous le nom de lavage, élimine à la fois les impuretés dissoutes, telles que le magnésium, le calcium et les sulfates, ainsi que les matières insolubles comme le sable, la terre et les débris organiques. Avec l'aide de la technologie moderne, des tamis vibrants, des bassins de sédimentation et des centrifugeuses accélèrent le processus de lavage, permettant un débit plus rapide, une efficacité accrue, une réduction de l'utilisation d'eau et une perte minimale de sel. C'est une étape cruciale pour garantir que le produit raffiné atteint des niveaux de pureté élevés, dépassant souvent 99% de chlorure de sodium. Le sel propre est ensuite dissous dans de l'eau chaude à une température de 66 à 87 degrés Celsius, formant une solution saturée de chlorure de sodium. La dissolution facilite la séparation des particules insolubles restantes. La saumure passe ensuite à travers un système de filtration à plusieurs étages. Une couche de sable de quartz piège les débris plus gros, le charbon actif absorbe les composés organiques, la couleur et l'odeur, tandis qu'un tissu filtrant industriel fin capture les particules microscopiques en suspension. Ce système élimine également les métaux lourds dangereux, tels que le plomb, le fer et le cuivre. Après cette étape, la solution de sel émerge limpide, presque parfaitement pure et prête pour la cristallisation. La saumure purifiée est pompée dans un système de cristallisation sous vide, un dispositif moderne qui permet à l'eau de s'évaporer sous basse pression. En réduisant la pression, l'eau peut s'évaporer à seulement 60 à 70 degrés Celsius au lieu d'atteindre 100 degrés Celsius, économisant des quantités importantes d'énergie. À mesure que la vapeur s'échappe progressivement, les ions sodium et chlorure se recombinent, formant des cristaux uniformes de chlorure de sodium. Contrairement à la cristallisation en plein air, la cristallisation sous vide produit des cristaux de sel blanc et brillant, avec beaucoup moins d'impuretés, tout en minimisant la contamination microbienne. Les cristaux résultants sont remarquablement uniformes en taille, lisses en surface et atteignent plus de 99% de pureté, répondant aux normes internationales pour une utilisation dans l'alimentation, les produits pharmaceutiques et les industries spécialisées. Les cristaux de sel, fraîchement formés, conservent cependant 3 à 5% d'humidité, ce qui les rend susceptibles de réabsorber l'eau et de s'agglomérer. Pour résoudre ce problème,
Les usines utilisent un traitement en 2 étapes. D'abord, des centrifugeuses effectuent un déshydratage préalable, réduisant rapidement l'humidité de surface. Ensuite, le séchage est effectué à l'aide de systèmes alifluidisés, ou de séchoirs à convoyeur, ou de traduction manquante. L'air chaud à 248 à 302 degrés Fahrenheit circule en continu à travers le sel, faisant flotter ou déplacer les grains uniformément. Pour simplifier et éviter l'erreur dans le texte original, je propose de l'air chaud à 100, 20 à 100, 50 degrés Celsius circule en continu à travers le sel, faisant flotter ou déplacer les grains uniformément. Cela garantit une évaporation rapide, laissant les cristaux secs et cassants sans altérer leur structure. Le résultat final est un sel complètement séché avec moins de 0,5% d'humidité résiduelle, suffisamment stable pour un stockage à long terme sans besoin d'additifs anti-agglomérants. Après séchage, les cristaux de sel varient souvent considérablement en taille. Certains forment des grains grossiers de quelques millimètres, tandis que d'autres sont réduits en fragments fins, presque comme de la poussière. Pour répondre à la large gamme de demandes, du sel de table au sel de qualité industrielle, l'ensemble du lot est introduit dans des machines de broyage robustes. À l'intérieur de ces unités, des rouleaux en acier rotatif à haute vitesse ou des marteaux frappant continuellement brisent les cristaux de sel plus gros en grains, plus petits et plus uniformes. Le degré de broyage est soigneusement calibré. Si la force est trop forte, le sel se transforme en poussière fine excessive, bien au-delà de ce qui est requis. Mais si la force est trop faible, le produit reste grossier, ne répondant pas aux spécifications souhaitées. Pour cette raison, les ingénieurs ajustent précisément la vitesse de rotation, l'espacement des rouleaux et la durée de fonctionnement en fonction du produit fabriqué. Dans de nombreuses usines modernes, le système de broyage est également équipé de dispositifs d'extraction et de récupération de poussière, réduisant les pertes de sel, tout en garantissant un environnement de production propre. Grâce à ce processus contrôlé, le produit final émerge avec une taille de grain cohérente, prêt à passer à la classification et à l'emballage. Après l'étape de broyage, le sel est transporté à travers un système de cribles vibrants à plusieurs étages. Ces tamis sont conçus avec des ouvertures de mailles de différentes tailles, permettant de séparer le sel en flux de produits distincts. Sel en poudre ultra fin, grains de petite et moyenne taille, et gros cristaux. Sur certaines lignes de production modernes, un système d'analyse optique intégré entre en jeu, où des caméras et des capteurs examinent la couleur et la taille des grains directement sur le tapis roulant, ajustant automatiquement le processus de tri en temps réel. Grâce à cette combinaison de précision mécanique et de surveillance numérique, chaque catégorie de sel raffiné répond aux exigences de qualité exacte et aux spécifications techniques demandées par son application prévue. Enfin, le sel raffiné atteint l'étape de l'emballage, la dernière étape avant de rejoindre les foyers, les restaurants et les industries du monde entier. Selon son usage, le sel peut être scellé dans de petits sacs légers de quelques dizaines de grammes, parfaitement adaptés à un usage domestique quotidien. En revanche, pour les besoins à grande échelle, dans les industries de transformation alimentaire et chimique, il est emballé dans des sacs robustes, pesant de 22 à 45 kg, garantissant une efficacité dans le transport et le stockage. Pour les gammes haut de gamme, une attention particulière est accordée. Le sel est soigneusement rempli dans des bocaux en verre élégant ou des contenants en plastique durable, équilibrant à la fois praticité et présentation. Avant la distribution, chaque lot doit passer des inspections rigoureuses. Des paramètres tels que la pureté, la teneur en humidité, la blancheur et la sécurité alimentaire sont minutieusement testés avec des capteurs modernes et des analyses en laboratoire, de sorte que seuls les produits répondant aux normes internationales atteignent le marché. Grâce à ce contrôle à plusieurs niveaux, chaque emballage, qu'il s'agisse d'un petit sac ou d'une charge industrielle, porte la garantie de cohérence, de sécurité et de confiance. Selon vous, combien de paquets de sel une usine moderne peut-elle produire en une seule journée? Laissez votre estimation dans les commentaires ci-dessous. Le sel de mer est l'une des ressources les plus durables, ne se gâtant jamais s'il est stocké dans un environnement sec et scellé. Sa production est un équilibre minutieux des forces de la nature. Soleil, vent et eau de mer, guidés par l'expertise des agriculteurs. Bien au-delà d'un simple assaisonnement, il incarne l'héritage culturel, la nutrition et la quête d'une production alimentaire durable. Que ce voyage vous aide à voir plus clairement comment le sel voyage des champs à nos tables. Mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Tout s'explique pour continuer à explorer avec nous les histoires cachées derrière les choses les plus ordinaires.